Il existe un certain type de présence féminine qui ne se rapetisse jamais pour être aimée. Une souveraineté calme, presque silencieuse, qui ne quémande pas l'attention, qui ne mendie pas la reconnaissance et qui ne troque pas sa vérité contre un peu de paix apparente. Peut-être qu'en m'écoutant, une partie de toi se reconnaît déjà. Avant d'aller plus loin, si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à cette chaîne et restons ensemble sur ce chemin de conscience. On parle beaucoup de reine aujourd'hui, mais qu'est-ce qui distingue vraiment une femme qui incarne cette énergie d'une femme qui espère seulement être vue comme telle? La différence ne se trouve pas dans ce qu'elle donne aux autres, mais dans ce qu'elle refuse de sacrifier. Une femme reine n'essaie pas de se faire petite pour plaire, elle ne renie pas ce qu'elle ressent pour garder quelqu'un près d'elle et elle ne se perd plus dans des rôles qui ne respectent pas son âme. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 5 choses qu'une femme avec une véritable énergie de reine ne fait jamais pour un homme. Ce ne sont pas des règles pour être une bonne femme, ni un nouveau modèle auquel tu dois te conformer. Ce sont des miroirs qui peuvent te montrer où, sans t'en rendre compte, tu as posé ta couronne, où tu t'es éloigné de toi-même pour être accepté, choisi, ou simplement pour ne pas être rejeté. Certaines de ces vérités peuvent déranger. Elles risquent de toucher des couches très profondes de conditionnement, des croyances si anciennes que tu as peut-être fini par les confondre avec ta nature. On a dit à tant de femmes, pendant tant de générations, qu'elles devaient être gentilles, pliées, arrangées, calmées, supportées. On leur a enseigné que leur valeur dépendait de ce qu'elles faisaient pour les autres, jamais de ce qu'elles étaient en elles-mêmes. C'est là que la psychologie de Carl Jung devient précieuse. Jung parlait d'un processus qu'il appelait individuation, le chemin pour devenir ce que l'on est vraiment, derrière les masques, les rôles et les attentes du monde. Pour une femme, ce processus signifie souvent se libérer de siècles de modèles de sacrifice, de loyautés invisibles à la douleur des femmes qui l'ont précédée, de l'idée que l'amour exige toujours qu'elle se renie un peu. L'individuation ne veut pas dire devenir parfaite, froide ou intouchable. Cela signifie au contraire revenir à ton centre, à la femme que tu étais avant que le monde ne te dise comment tu devais être. Retrouver ta voix, tes limites, ton regard lucide. Comprendre que ta dignité n'est pas négociable, même si quelqu'un te fait croire le contraire. Plus tu te rapproches de toi, plus il devient impossible de continuer à jouer des rôles qui t'étouffent. Peut-être que, en m'écoutant, tu te rappelles des moments où tu as choisi la paix extérieure au prix d'une guerre intérieure, des situations où tu as senti très clairement que quelque chose n'allait pas, mais où tu t'es tu pour ne pas déranger, pour ne pas perdre l'autre, pour ne pas passer pour trop sensible. Chaque fois que cela est arrivé, une petite distance s'est créée entre ce que tu vivais à l'intérieur et ce que tu montrais à l'extérieur. Cette distance, si elle se répète, finit par devenir un abîme. Le corps le ressent sous forme de fatigue, de tension, parfois même de symptômes physiques. L'âme le ressent comme une fragmentation, un flou, une impression de ne plus vraiment habiter sa propre vie. Une reine, elle, apprend à remarquer ce décalage. Elle comprend que chaque reniement de soi est une pierre en moins dans le chemin qui la ramène à son trône intérieur. Ce que tu vas entendre dans ce voyage n'est donc pas une liste de comportements à cocher, mais une invitation à te regarder avec honnêteté et douceur. À voir où tu t'es oublié, où tu as pris des responsabilités qui ne t'appartenaient pas, où tu as accepté des dynamiques qui ont rétréci ton âme, et surtout, à ressentir en toi la femme qui sait déjà qu'autre chose est possible, car, au fond, une partie de toi n'a jamais oublié. Avant les compromis, avant les peurs, avant les histoires où tu t'es perdu, il y avait une intuition très claire, celle que tu as le droit d'exister sans te justifier, que tes émotions ont une valeur, que ta vérité mérite d'être entendue. Dans les prochains chapitres, nous allons entrer dans le concret de cette énergie de reine, en commençant par la première vérité, peut-être la plus douloureuse de toutes. Une femme souveraine ne trahit plus sa vérité pour préserver une paix qui, au fond, n'en est pas une. Combien de fois as-tu choisi le silence alors que tout ton être voulait parler? Combien de fois as-tu avalé tes mots, atténué ton ressenti, brouillé tes limites simplement pour éviter un conflit, pour maintenir une illusion d'harmonie? Si tu t'y reconnais, sache que tu n'es pas seul. Des générations de femmes ont appris que leur vérité était dangereuse, que leur voix était trop forte, leur colère inappropriée,
leur intuition irrationnelle. Alors, elles ont appris à se taire. Mais une paix construite sur le déni de soi n'est pas une paix, c'est une anesthésie. C'est une trêve temporaire achetée au prix de ton intégrité. Jung parlait souvent du maternage mal intégré, ce besoin compulsif de lisser chaque tension, de rassurer, de tout arranger pour que le monde autour reste calme. C'est un piège subtil. En voulant protéger les autres du désordre, tu oublies que c'est toi que tu blesses. Chaque fois que tu ravales une émotion légitime pour ménager quelqu'un, tu creuses un fossé entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Ton corps le sait. Il se crispe, se fatigue, tombe malade parfois. Ton âme le sait. Elle se rétracte un peu plus à chaque compromis. Et lentement, tu t'éloignes de toi-même, croyant préserver l'amour alors que tu sacrifies ta liberté. Une reine, elle, comprend la différence entre la paix et la complaisance. Elle ne confond plus le calme apparent d'une relation avec l'authenticité d'un lien vrai. Son silence n'est plus une peur, mais un choix. Quand elle parle, c'est parce que c'est juste. Quand elle se tait, c'est parce qu'elle a décidé que ce n'était pas le moment. Ce discernement change tout. Cela ne signifie pas qu'elle cherche le conflit. Non, mais elle n'en a plus peur. Elle sait que dire sa vérité ne détruit pas la relation. Cela la révèle. Car un amour qui exige ton effacement n'est pas un amour. C'est un contrat de domination déguisé en tendresse. Une reine refuse cet échange. Elle ne donne plus sa lumière pour acheter un peu de tranquillité. La psychologie profonde nous enseigne que nous portons en nous les blessures de celles qui nous ont précédés. Les peurs de ta mère, de ta grand-mère, des femmes avant elle peuvent encore murmurer en toi « Ne fais pas de vagues, ne sois pas trop, ne dérange pas ». Et sans t'en rendre compte, tu continues leur combat invisible. Mais à partir du moment où tu vois le mécanisme, il perd son pouvoir. Tu peux choisir autrement. Tu peux sentir cette peur venir et tout de même parler. Tu peux trembler et tout de même poser une limite. Tu peux craindre de perdre quelqu'un et tout de même rester fidèle à toi-même. C'est cela la noblesse silencieuse d'une reine. Elle agit malgré la peur, non pas parce qu'elle est invulnérable, mais parce qu'elle est vraie. Chaque fois que tu choisis ta vérité, même dans les petites choses, tu redresses un peu ta couronne. Tu t'élèves intérieurement. Tu honores toutes les femmes qui n'ont pas pu le faire. Et tu montres au monde que la paix véritable n'a rien à voir avec le silence imposé, mais avec l'honnêteté vécue. Et c'est à partir de là, de ce retour à ta parole, que la deuxième vérité de la reine se dévoile. Une vérité encore plus profonde. Elle n'endosse jamais la responsabilité de la maturité émotionnelle d'un homme. Il existe une fatigue que seules certaines femmes comprennent. C'est celle d'avoir trop souvent porté le poids émotionnel d'un homme adulte, celle d'avoir expliqué encore et encore pourquoi un comportement blesse, d'avoir traduit des émotions évidentes, justifié l'injustifiable, cherché des excuses pour une immaturité que l'autre refusait de reconnaître. Cette fatigue n'est pas une simple lassitude, c'est l'épuisement profond d'une femme qui a confondu amour et éducation. Beaucoup de femmes, inconsciemment, entrent dans une relation avec l'idée qu'elles peuvent aider l'autre à grandir. C'est le piège du complexe du sauveur dont parlait Jung. Une blessure ancienne pousse à croire que si l'on donne assez, si l'on aime assez, si l'on est patiente, l'autre finira par changer. Mais ce rêve n'apporte que frustration et désillusion, car personne ne peut se transformer à la place de quelqu'un d'autre. La reine, elle, a compris cela. Elle a cessé de croire qu'elle doit élever un homme pour être digne d'amour. Elle n'endosse plus le rôle de la thérapeute, de la professeure ou de la mère émotionnelle. Elle soutient, oui, mais elle ne sauve plus. Elle accompagne, mais seulement un homme déjà engagé sur son propre chemin de conscience. Elle sait que la responsabilité de guérir, de comprendre, d'évoluer, appartient à chacun. Chaque fois qu'une femme prend sur elle de faire ce travail pour deux, elle se vide de son énergie vitale. Elle perd sa légèreté, son feu, sa créativité. Car on ne peut pas être à la fois celle qui ressent pour deux, qui pense pour deux, et celle qui reste vivante pour soi. Il n'y a pas assez d'espace. Et au fond, cette dynamique est injuste pour les deux. L'homme reste figé dans son immaturité, et la femme s'épuise en voulant être la force de propulsion de la relation. Une reine reconnaît ce déséquilibre dès les premiers signes. Elle entend le ton condescendant qui rejette la responsabilité, elle sent quand un homme refuse de se regarder, et elle ne se raconte plus d'histoire. Elle ne se dit plus « il changera ».
car elle sait que la transformation ne vient pas de la pression, mais de la volonté. Et cette volonté, nul ne peut l'imposer. Ce discernement lui offre une immense paix. Elle n'a plus besoin de jouer le rôle de la forte, de la patiente, de celle qui comprend toujours. Elle n'a plus à compenser ce que l'autre n'assume pas. Et ce retrait n'est pas une froideur, c'est un acte d'amour envers soi-même. Lorsque la reine voit qu'un homme refuse de grandir, elle ne s'enflamme pas, elle ne supplie pas, elle se retire, calme, digne, consciente que rester serait une forme d'auto-trahison. Car l'amour véritable ne demande pas à l'un de devenir le parent de l'autre. Il demande à deux âmes adultes de se rencontrer, d'échanger, d'évoluer ensemble. Et c'est là que la prochaine vérité commence à se dévoiler, celle qui touche au cœur même de la valeur personnelle. Une reine ne se bat jamais pour attirer l'attention, et elle n'a rien à prouver pour mériter d'être aimée. Il y a une blessure silencieuse qui habite beaucoup de femmes, la sensation de devoir mériter leur place, mériter d'être aimée, choisie, remarquée, comme si l'existence seule ne suffisait pas. Cette blessure prend des formes subtiles, se rendre plus docile pour plaire, se faire petite pour ne pas déranger, s'agiter pour attirer le regard, briller juste assez pour être validée, mais pas trop pour ne pas menacer. Ce conditionnement est ancien. Pendant des siècles, la valeur d'une femme a été liée à ce qu'elle faisait pour les autres, être utile, belle, douce, disponible. Pas à ce qu'elle était profondément. Jung dirait qu'une grande partie de cette dynamique appartient à l'ombre, ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Pour beaucoup de femmes, l'ombre est cette faim secrète de reconnaissance masculine, cette peur de ne pas être assez. Elle se déguise en amour alors qu'elle est souvent une absence d'amour de soi. Lorsque tu te surprends à rivaliser pour être vue, à mendier de petites attentions, à te comparer à d'autres femmes, ce n'est pas un manque de dignité, c'est l'écho d'anciennes croyances qui disent que ton existence doit être validée de l'extérieur pour avoir du sens. Mais plus tu cherches à prouver ta valeur, plus tu renforces l'idée que ton valeur est conditionnelle. C'est un cercle douloureux. La reine, elle, ne joue plus ce jeu. Elle ne participe pas à des compétitions invisibles pour attirer un homme. Elle ne modifie pas sa lumière pour correspondre à ce qu'on attend d'elle. Elle ne s'exhibe pas pour être vue et elle ne s'efface pas pour être acceptée. Sa présence ne cherche pas à convaincre. Elle est. Sa dignité est silencieuse mais puissante. Elle ne dit pas « regarde-moi », elle dit « je me vois ». Et parce qu'elle se voit, elle ne combat plus pour être choisie. Elle choisit elle-même. Elle ne cherche plus à être validée. Elle observe qui est capable de la reconnaître sans qu'elle ait à se déformer. Être vue par un homme ne l'exalte pas. Ne pas être vue ne la détruit pas, car sa valeur n'est plus entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de connexion, de tendresse, d'amour, mais elle ne les achète plus au prix de son essence. Elle est prête à attendre un amour capable de la rencontrer à son niveau, plutôt que d'implorer un regard qui lui parvient par fragments. Et cette posture intérieure change tout. Elle ne force plus les liens, elle ne revendique plus son espace, elle n'essaie plus d'être la meilleure option. Elle sait qu'elle n'a pas à se battre pour être digne d'être aimée. Elle l'est déjà. C'est ici que se révèle la quatrième vérité de la reine. Une vérité douloureuse mais libératrice. Elle refuse de porter seule tout le travail émotionnel d'une relation. Il existe un type de solitude qui ne ressemble pas à l'absence de quelqu'un, mais à sa présence insuffisante. Tu peux partager un lit, un quotidien, une conversation, et pourtant sentir que tu portes la relation à bout de bras. Cette solitude-là est l'une des plus douloureuses, car elle ne vient pas du vide mais du déséquilibre. Beaucoup de femmes vivent des relations où elles ressentent, pensent, anticipent, réparent et maintiennent la connexion pour deux. Ce sont elles qui initient les conversations difficiles, qui se souviennent des dates importantes, qui mesurent la distance émotionnelle, qui veulent comprendre, clarifier, rapprocher. Pendant ce temps, l'autre personne se contente d'être là, passive, comme si la relation se nourrissait toute seule. Cette dynamique ne vient pas du hasard. Elle est soutenue par une croyance culturelle persistante. L'idée que les femmes seraient naturellement plus aptes à gérer les émotions, qu'elles seraient meilleures pour communiquer, pour ressentir, pour prendre soin. Comme si cela était inscrit dans leur nature et non dans leur conditionnement. Résultat, on attend des femmes qu'elles fassent ce travail aussi dans la relation, sans questionner si cela est équitable.
Mais la reine, elle, perçoit l'illusion. Elle ne confond pas habitude et vocation. Elle sait que la maturité émotionnelle n'est pas une caractéristique féminine, mais une compétence humaine, et que chaque adulte est responsable de cultiver la sienne. Elle observe qui prend l'initiative de parler quand quelque chose ne va pas, qui entretient la tendresse au quotidien, qui contribue à la profondeur du lien, qui porte et qui se repose. Et surtout, est-ce que l'amour circule dans les deux sens ou est-ce qu'il s'écoule dans une seule direction? Lorsque la reine réalise qu'elle est la seule à maintenir la relation vivante, elle ne se sent pas coupable et elle ne s'accuse plus d'être trop sensible, trop exigeante ou trop intense. Elle comprend simplement que ce n'est pas une relation, c'est une responsabilité déguisée. Ce n'est pas un couple, c'est un effort solitaire à deux. Elle ne cherche pas à réveiller l'autre à coups de sacrifice. Elle ne redouble plus d'attention pour compenser son absence. Elle ne s'épuise plus à sauver ce qui se nourrit seulement d'elle. Elle se retire avec lucidité, non par punition, mais par respect pour elle-même. Car la reine sait que l'amour n'est pas un service, et encore moins une charge. L'amour est une danse, deux cœurs qui se rencontrent, chacun marchant vers l'autre. Si elle remarque qu'elle est seule à avancer, elle s'arrête. Pas dans la colère, pas dans le reproche, mais dans la dignité. Elle laisse l'autre choisir s'il marche à ses côtés, et s'il ne veut pas, elle continue seule, mais entière. C'est ce discernement qui ouvre la porte à la vérité la plus profonde de toutes, celle qui définit réellement l'énergie d'une femme souveraine. Une reine ne reste jamais dans un espace où sa présence doit être réduite pour que l'amour survive. C'est cette vérité qui nous guide maintenant vers le dernier chapitre. Il y a un moment dans la vie de toute femme où elle comprend qu'il ne s'agit plus seulement d'aimer, mais de rester entière. Ce moment peut venir doucement, comme une fatigue qui s'accumule, ou brutalement, comme une vérité qui éclate d'un coup. Mais lorsqu'il arrive, il est impossible de revenir en arrière. Tu ne peux plus continuer à vivre dans des espaces qui demandent ta fragmentation pour te garder. Beaucoup de femmes confondent loyauté et abandon de soi. Elles restent parce qu'elles ont peur d'être seules, parce qu'elles espèrent que ça va changer, parce qu'elles interprètent la résistance comme une preuve d'amour, parce qu'elles craignent qu'en partant, elles soient perçues comme égoïstes, froides, instables. Mais la plus grande trahison n'est pas de partir, c'est de rester là où ton âme s'éteint. La reine, elle, reconnaît ce point de bascule. Elle sent quand la relation ne demande plus de la présence mais du sacrifice, quand elle doit modérer sa vérité, diminuer son intensité, cacher sa force, gommer sa profondeur. Elle comprend alors que ce n'est plus de l'amour, mais un contrat de survie identitaire. Et elle part. Pas dans la fureur, pas dans l'orgueil, mais dans une dignité calme. Parce qu'elle sait que rester signifierait se perdre. Jung parlait de l'individuation comme du processus par lequel l'être retrouve sa totalité. Pour une femme, cela implique souvent de renoncer à des héritages psychologiques transmis par des ancêtres qui n'avaient pas le choix. Sois discrète, ne fais pas peur, ne sois pas trop grande, adapte-toi pour ne pas rester seule. En quittant les espaces qui exigent sa réduction, elle honore toutes celles qui n'ont pas pu le faire. Elle ferme un cycle. Cette solitude choisie n'est pas un désert, c'est un sanctuaire. Ce n'est pas l'abandon, c'est la reconnexion. C'est dans ces moments de retrait, de silence, de retour à soi, que la femme retrouve sa vraie voix, celle qui n'est pas filtrée par la peur de décevoir. Ce n'est pas une retraite amère, c'est une renaissance. Être seule n'est pas ce qui effraie la reine. Ce qui l'effraie, c'est de se trahir, car elle sait que la seule relation que tu ne peux jamais quitter est celle que tu entretiens avec toi-même. Si cette relation est fracturée, aucune présence externe ne peut te sauver. Peut-être qu'en me lisant maintenant, tu repenses à des moments où tu as déjà incarné cette souveraineté, même brièvement. La fois où tu as dit non malgré la peur, la fois où tu es parti sans faire de bruit, la fois où tu as défendu ton espace intérieur sans chercher à convaincre. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont des fragments de ton retour au trône. Car tu n'es pas une reine parce que quelqu'un te donne ce titre, ni parce que tu remplis une liste de critères. Reine lorsque tu cesses de faire toutes ces choses que tu faisais pour survivre, supprimer ta vérité, materner des adultes, lutter pour être vue, porter la relation seule, rester là où tu dois te cacher. C'est dans ces renoncements que ton essence se révèle.
Tu n'as pas besoin d'être prête, guérie ou parfaite pour commencer. Tu peux faire un premier pas dès maintenant, un choix, une limite, un silence, une parole, un départ. Fidélité envers toi-même est un couronnement. Et si tu sens que ce chemin résonne, si tu veux aller plus loin dans cette exploration, si tu veux approfondir ta psychologie, ton énergie, ta souveraineté, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on avance ensemble, pas vers une version plus docile de toi, mais vers celle que tu étais avant d'apprendre à te diminuer. Quel de ces 5 principes te touche le plus aujourd'hui? Et où sens-tu que ta couronne t'attend encore?